Chief, bonsoir. C'est la nuit du sport qui démarre. Édition de ce mercredi 3 août. En première partie ce soir consacrée à la pause actu, on va évidemment s'intéresser aux Jeux du Commonwealth qui se disputent actuellement du côté de Birmingham. Le Cameroun décroche sa toute première médaille d'or dans la discipline de l'haltérophilie. Et puis, il sera également question tout à l'heure aussi de transfert avec Ivan Cédric Bikoué qui signe au Real Valladolid pour 4 ans. On parlera aussi des Lions indomptables avec l'actualité autour du nouvel équipementier qui devrait être connu dans quelques jours, a annoncé la Fédération camerounaise de football. Et dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat, on va évidemment parler de football professionnel. Vous le savez, la semaine dernière, la Fédération camerounaise de football a publié 23 conditions à remplir par les clubs professionnels qui désirent participer à la prochaine saison sportive. Et parmi ces conditions, l'engagement d'une équipe de moins de 15 ans et de moins de 17 ans au championnat de foot jeune, un terrain d'entraînement, l'assurance en passant par les statuts de la société constituée au sein du club. Que pensent les fans de football de ces exigences? Au regard de l'environnement actuel, tous les clubs pourront-ils justement remplir ces 23 conditions? Sinon, quelle devrait être l'attitude de la Fédération camerounaise de football le moment venu? Anciens arbitres, dirigeants de clubs, entraîneurs de foot et analystes de sport sont nos invités ce soir. Je retrouve beaucoup de plaisir sèche Kamdem Kouam, instructeur d'arbitre et qui est vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Serge, bonsoir. Bonsoir Letty, c'est avec des larmes aux yeux que je suis sur le plateau aujourd'hui parce que nous sommes frappés à plus d'un titre. Nous avons perdu un agent d'appui de notre Ligue régionale, Madame Gisèle Mebou, épouse Gatsi Zetski, depuis bientôt quelques jours. C'était pour nous une coup très dur parce que depuis 2 ans, elle aide les clubs dans le travail sur les licences et tout ce qui est au niveau informatique. Elle s'en est allée à la fleur de l'âge. Les condoléances à la famille Durand et à son époux, qui est un grand sportif aussi du département du Honcam. Nous avons aussi notre secrétaire général d'intérim qui a perdu sa génitrice, M. Fodo Taboda, à qui nous transportons aussi nos sincères condoléances. À côté, nous avons un grand supporter de Fauve de Baham, en même temps supporter ou bien chauffeur de président Kamdem que vous avez connu ici, dans les Astres de la Fauve. Chauffeur M. Apollinaire Kemouni qui est décédé suite de maladie. Et pour sortir, nous avons un ancien camarade de classe, Marius Kouessou, qui travaille avec vos confrères de Canal 2, qui a perdu son géniteur. Donc vous voyez, tout ça, c'est dur. Carnet noir. Sincères condoléances pour les familles éprouvées et courage à tous ceux qui sont avec nous. Et nous associons évidemment à vos pensées, à vos condoléances par rapport à toutes ces familles. Également en plateau ce soir, Yves Désiré Kouala, il est le secrétaire général de la Ligue d'athlétisme pour le littoral, analyste de sport aussi. Yves, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à Serge. Je profite pour adresser mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Moi j'aurais plutôt une pensée beaucoup plus joyeuse pour mon frère aîné qui en ce 3 août a une année en plus. Donc je lui souhaite un heureux anniversaire. Le coach Ernest Maboukar, qui nous accompagne depuis plusieurs semaines, est avec nous également au plateau. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute la famille de Plectrum TV. Et on te dit aussi mes condoléances à toutes les familles par rapport au vice-président Serge, qui est là un ami. Donc c'est un peu dur, mais beaucoup de courage à tout cela. On va observer une pause publicitaire et juste derrière, la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies.
c'est avec une bonne nouvelle que nous ouvrons cette première partie de l'émission. Les Jeux du Commonwealth édition 2022, ça se passe du côté de Birmingham en Angleterre. Plusieurs pays sont représentés à ces Jeux. Parmi ces pays, la Team Cameroun qui a donc décroché ce mercredi même sa première médaille d'or. C'est Ganja Nyabeyou Junior qui a remporté donc une médaille d'or en 109 kilos hommes en haltérophilie. Et c'est évidemment, on va vous permettre de revenir un peu en image sur cette discipline-là, grâce à ce que nous propose le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Regardez plutôt. Voilà, pour cette joie de la Team Cameroun, après cette toute première médaille d'or décrochée Yves Désiré Kwala dans la discipline de l'haltérophilie. Je suis tout heureux parce que vous savez, généralement, c'est les disciplines qui sont pourvoyeuses de médailles, mais qui parfois, malheureusement, chez nous, ne sont pas très considérées. Quasiment toutes les compétitions, je veux dire, pluridisciplinaires, ce sont ces sports qu'on appellerait ces sports dits mineurs, qui généralement glanent les médailles d'or, médailles de bronze ou d'argent. Donc en fait, c'est des disciplines sur lesquelles on devrait beaucoup même aujourd'hui travailler pour pouvoir avoir plusieurs métaux précieux comme ceux-là. Quel est le regard justement que vous portez un peu sur le comportement de nos athlètes à ces Jeux jusqu'ici? Alors la première chose que je vous dirais déjà, c'est que certes, il y a eu cette médaille d'or, on aime bien rentrer avec des médailles, mais moi je veux dire qu'il y a le record du Cameroun de 100 mètres qui a été battu par Emmanuel Essémé, qui s'est qualifié pour la demi-finale que je dis 100 mètres déjà, parce qu'il a réalisé 10 secondes 09. Il a eu le quatrième meilleur temps de toute fin de tout le premier tour. Donc j'estime quand même que voilà, déjà on a potentiellement, on le voit potentiellement sur le podium en finale. On espère tout simplement qu'il va continuer tel qu'il a commencé. Maintenant pour le reste, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de communication autour. On a vu déjà à l'entrée du jeu, on a vu des judokas sur lesquels on comptait beaucoup. Parce qu'également vous avez le judo, l'haltérophilie, c'est des disciplines qui rapportent beaucoup de médailles. Moi, je dirais on est un peu déçu de ce côté-là. Pourtant, on sait que les judokas camerounais ont participé à plusieurs compétitions au cours de cette saison. Et on s'était dit qu'à Birmingham, ce serait, je veux dire quoi, ce sera facile pour eux. Mais bon, malheureusement, c'est pas bien ça, c'est pas tellement ça. Je crois que d'ici à ce que les Jeux se terminent, le Cameroun, comme ça a commencé aujourd'hui, le Cameroun fera parler de lui. Le Cameroun fera parler de lui, Serge Kamdem Kwam, c'est ce qu'on peut espérer justement. Vous savez, lorsqu'on va dans une compétition, l'idéal toujours c'est de glaner le maximum de médailles, surtout une compétition comme les Jeux de Commonwealth. Et j'avoue qu'avant cette médaille d'or, il y avait déjà un peu de tristesse, parce qu'il y avait à peine encore 8 athlètes qui devraient compléter sur la panoplie de ceux qui y sont allés. Donc aujourd'hui, avec cette médaille d'or, c'est un espoir.
Maintenant, je vais aller dans le même sens qu'Yves Désiré pour dire le malheur qu'on pourrait le souhaiter. Le mal qu'on pourrait le souhaiter, c'est que les autres qui vont compléter, pourquoi pas, nous ramènent tous des médailles d'or. Ça va faire la fierté du Cameroun. Mais à côté, il ne faudrait pas que ces médailles nous endorment dans le laxisme qui est vu permanemment dans la préparation. Parce que je pense qu'il a dit de façon très édifiante, nous devons tout faire pour que nos athlètes, quelle que soit la catégorie et la discipline qu'ils choisissent, soient logés à la bonne enseigne pour donner le meilleur de lorsqu'il y a les compétitions. On ne peut pas ne pas s'entraîner décemment et vouloir aller remporter des médailles dans des pays où les gens travaillent de façon sérieuse. Donc ça, c'est ce que j'appelle des miracles de la vie, parce que quand vous travaillez dans des conditions parfois dérisoires, il faut vous surpasser pour aller remporter des titres. Et je pense que les athlètes au Cameroun le montrent à suffisance qu'ils ont de la matière. Maintenant, il faut qu'ils se sentent accompagnés par les fédérations, par l'État. Donc vraiment, ici c'est un cri de cœur qu'on n'abandonne pas tous ces sportifs qui se donnent au quotidien avec leurs parents et leurs familles pour que le nom du Cameroun puisse rayonner et triompher partout. Peut-être pour terminer, coach Mabouka, vous êtes justement un technicien, on est dans une compétition, plusieurs disciplines. Le fait peut-être de voir cette médaille d'or du côté de l'haltérophilie, comment est-ce que les encadreurs dans les autres disciplines devraient justement se comporter? Quel est peut-être le langage à tenir? Ça demande du sérieux, Lydie. Vous savez, quand vous êtes un technicien, vous avez fait des stages pour vous perfectionner. Automatiquement, ça vous galvanise d'avoir quelqu'un. Déjà, avoir une médaille d'or, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire qu'il y a eu du travail, il y a eu du sérieux et il y a eu une concentration extrême. Quand vous voyez bien, cet athlète porter les 100 kilos, ça, ce n'est pas assez dire qu'il n'a pas pu travailler, c'est du travail et c'est beaucoup d'abnégation au niveau du travail. Donc je dis, en tant que technicien, nous devons prendre notre job au sérieux. D'abord, la première des choses. Deuxième des choses, comme a dit Serge Kwam, il est important d'entraîner un athlète dans de bonnes conditions. Je crois que sur le plan sportif, actuellement, nous avons quand même assez d'infrastructures. Il faudrait qu'on essaie de mettre du sérieux, comme a dit Serge et comme a dit Yves. Il faudrait qu'on commence à préparer nos athlètes dès le début, parce que l'année a 12 mois. Et nous savons les calendriers de compétition. Il ne faudrait pas que ça se passe tout le monde. Ce n'est pas maintenant dans ces jeux qu'on vient préparer les équipes. C'est pas maintenant. Oui. Ouais. Moi, la question était un peu de savoir comment l'attitude des encadreurs. L'attitude des encadreurs, en fait, de ce que l'haltérophilie vient déjà de produire. Et ça, c'est un signal fort déjà, avec cette médaille d'or. Oui, Lydie, c'est un signal fort. Moi, je crois qu'il n'y a pas de sport mineur. Ce qui veut dire qu'un entraîneur est un entraîneur. Donc, il faudrait que, en tant que technicien, il faudrait que nous prenions notre travail au sérieux. Si nous ne le prenons pas au sérieux, c'est un problème. Je crois que ceux qui sont là aujourd'hui galvanisent plutôt sur le côté technique tout le monde et tous les sports, parce que quelque part nous avons gagné de la médaille. Cette médaille fera en sorte que, en tant que technicien dans tous les sports, ça nous galvanise, ça nous met dans le travail en se disant que nous devons plutôt dans tous les sports gagner les médailles. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça, le sérieux est important. Et la façon de se préparer, la manière de se préparer est aussi importante. D'accord, on va toujours, évidemment, on va suivre le parcours du Cameroun dans ces Jeux du Commonwealth. On parle toujours athlétisme rapidement avec récemment la fin de ce stage de recyclage des officiels techniques qui s'est déroulé du côté de Dakar au Sénégal. Plusieurs officiels techniques en provenance de nombreux pays africains étaient justement à ce stage. On va vous poser des quelques réactions des participants et surtout des formateurs, donc des experts qui ont encadré les séminaristes. Regardez. Suite au stage qui vient de se terminer, les officiels sont la cheville ouvrière de toute organisation. S'ils ne sont pas bien outillés, l'organisation va souffrir. Je suis Drabo Awa du Burkina Faso. Ma fédération m'a envoyé pour représenter le Burkina
pour le Burkina pour ce stage. Les impressions pour le stage, je me rends compte que il y a du travail à faire. Ahmed Etanani, expert en formation des officiels techniques. Je couvre un petit peu l'Afrique francophone et le monde arabe. Je suis là à Dakar pour justement superviser un stage de formation pour les gens qui prétendent pour le grade de ITO continental. Là, on fait une formation pendant les 5 jours et je vous donne mes impressions. Je trouve que les gens s'intéressent énormément au sujet. Je suis Madame Fatou Sissoko du Sénégal. Je suis experte de cette formation en même temps que mon collègue Ahmed Etanani du Maroc. Mais je suis également responsable du département technique de la Confédération africaine d'athlétisme. Donc nous venons effectivement de boucler un séminaire de 5 jours sur la formation des officiels techniques de niveau 2. Et je pense que nous avons atteint nos objectifs en quelque sorte. Nous avons organisé ce séminaire pour préparer les futurs candidats à la formation officielle de niveau 2, à laquelle il faut mettre en place un panel pour la Confédération africaine d'athlétisme, mais aussi un panel pour World Athletics. Donc, comme vous le savez, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura une réforme très, très importante concernant cette formation de niveau 2. Vous savez, avant tout se faisait en face-to-face. Mais à partir maintenant de la prochaine session, ça va commencer à se faire en ligne. Et nous avons jugé utile, ici au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme, de préparer vraiment nos futurs candidats avec au moins un stage en face-to-face. On avait parlé de ce stage, c'était aussi important qu'on revienne à la fin. Vous proposez justement ces différentes impressions des participants, aussi ce que les experts auront pensé de ces presque une semaine de formation du côté de Dakar. Le Cameroun est représenté par Yves Désiré Kwala, que nous avons le plaisir de recevoir en plateau aujourd'hui. Peut-être en un mot, Yves, qu'est-ce qu'on peut retenir justement après ces travaux? Non, écoutez, on va dire que durant la semaine du séminaire, on a beaucoup appris, comme tout à l'heure je disais avec le coach Mabouka en off. On ne cesse pas d'apprendre. Vous savez, les règlements changent quasiment tous les ans. Il a été question en fait qu'on soit recyclé, qu'on soit informé sur les nouvelles règles de l'athlétisme. Et il faut avouer que c'était pas la chose la plus évidente, en ce sens que beaucoup de choses ont changé. Vous avez des mots comme, quand on traduit en anglais, parce que le livre en fait, il sort en anglais et après il est traduit en français. Quand on vous dit il doit ou il peut faire, il y a un moment où c'est un peu difficile. Bon, on se rend compte que aujourd'hui, la discipline, une espèce d'éthique, c'est des choses qu'on doit respecter. Mais on en avait besoin parce qu'on a fait moi j'ai fait par exemple le niveau 1 en 2005. Et j'ai dû attendre de 2022 pour faire le niveau 2. 2005 à 2022, oui, tout à fait. Donc, entre-temps, il faut travailler, il faut se recycler tout le temps. Et c'était vraiment important parce que quand vous entendez tous les séminaristes, c'est beaucoup plus, je veux dire leur avis. Ce stage arrive véritablement à point nommé. On en avait besoin et maintenant, c'est à nous de pratiquer, d'assurer, de prouver qu'on a compris, on a retenu. En attendant donc maintenant le stage qui est l'examen qui va se passer de manière en ligne. En ligne. Pour très bientôt ou... Très bientôt, là on attend maintenant que la World Athletics, qui est la fédération internationale, envoie à la confédération le quota de participants. Ce sera en fonction de ça qu'on saura quand est-ce que c'est prévu et combien de personnes devront pourront candidater. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci.
La pause actu, on parle de transfert rapidement avant d'évoluer sur d'autres aspects. C'est le jeune Camerounais Ivan Cédric Bikoué, justement, qui vient de s'engager pour une période de 4 ans avec le Real Valladolid en Espagne pour 4 ans, je le disais tantôt. Il faut rappeler que le jeune attaquant camerounais a donc décroché ce contrat avec ce club de première division espagnole, la Liga. La signature du joueur est en tout cas le résultat de ses belles performances affichées au cours des saisons précédentes dans les catégories jeunes en Espagne. Avant-centre est passé par voilà, j'y arrive. Et il a inscrit pas moins de 14 buts la saison dernière. Il a terminé au top du classement des buteurs. Une habitude, en tout cas, pour ce jeune âgé de 20 ans qui explose les compteurs buts de plus en plus. On rappelle qu'il est né à Madrid le 22 décembre 2001. Cédric Bikoué. Il a 1m85, une taille en tout cas idéale dans ce milieu de foot. Et avec désormais sa signature au Real Valladolid, c'est aussi peut-être une ouverture, coach Mabouka, pour ce jeune binational. Le Cameroun devrait peut-être regarder de près. Il a dit pourquoi pas. Je crois qu'aujourd'hui, on manquait un peu de beaucoup de joueurs au niveau de la Liga. Aujourd'hui, on a Bikoué qui est là et qui est promoteur, parce que regardez, quand vous regardez sa vitesse, ça dit beaucoup de choses. Il y a peu d'attaquants qui ont cette vivacité. Je crois que le président de l'Africa Foot aujourd'hui était parmi les meilleurs au niveau du sprint, de la vitesse et cette technique. Je crois que Bikoué, aujourd'hui, signant ce contrat de 4 ans, ça nous donne un autre joueur au niveau du point d'attaque, parce que vous savez, notre attaque est vieillissante, il faudrait que la relève puisse être là. Et cette relève, Bikoué parmi ces jeunes-là, parce que jouer à la Liga, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je vois Yves Désiré sourire. Pourquoi? Non, je pense que... Parce qu'il a dit notre attaque est vieillissante ou bien... j'ai fait dire, c'est pas une information. C'est tout ce que nous attaquons. Non, vieillissante, peut-être qu'elle est en train de se reconstruire, oui, d'accord, mais comment est-ce vieillissante? Non, je crois qu'il faudrait absolument commencer à regarder dans cette catégorie d'âge et ce type de joueurs. Il faut très vite aller vers eux. Il faut très vite aller vers eux. Je ne vais pas empiéter sur la suite du programme, mais je veux dire qu'il faut effectivement, comme tout à l'heure on disait, à cette catégorie d'âge, il faudrait maximiser justement c'est-à-dire qu'on ait un maximum de compétition des U20 ou alors des jeunes comme ça là, aussi chez nous, qu'on puisse faire la détection. Lui, là aujourd'hui, il est en train de signer un contrat, on va regarder vers lui, mais je pense qu'il faudrait qu'on essaie au maximum de chercher ce type de joueurs de cet âge-là avec lesquels on pourrait avoir des objectifs. On peut peut-être revoir le visage d'Adonis Yamen, c'est important qu'on commence à regarder, voilà, ce jeune de 20 ans. Et il a tout l'air d'avoir véritablement 20 ans, parce qu'il est né à Madrid, donc je crois qu'il n'est pas encore passé comme beaucoup de nos sportifs avec plusieurs actes et tout. Non. Non, pour dire que moi je pense que c'est une pépite vers laquelle il faut aller, et il faut continuer la détection. Il ne faudrait pas forcément attendre qu'il y ait signé un contrat pour qu'on aille après vers lui. Il faut chercher les plus jeunes avec lesquels on pourra, parce que malheureusement, je ne sais pas comment est la politique à Africa Foot, mais je pense qu'il faut vraiment regarder les jeunes avec un objectif à long terme. Parce que j'ai l'impression que chez nous, toutes nos équipes, on parlait tout à l'heure des Commonwealth et tout, j'ai parfois l'impression qu'on n'a pas un objectif qu'on se fixe sur le temps. Parce qu'avec lui, vous êtes certain que, pourquoi pas, les JO 2024, c'est Paris. Donc dans 2 ans, vous avez ce genre d'enfants, vous travaillez avec eux pendant 2 ans encore, mais un peu plus. Vous pouvez faire de bons résultats. Pourquoi au Los Angeles, c'est pour 5 Jeux olympiques, je pense, je le dis comme ça. Donc il faudrait qu'on ait des objectifs, on se fixe des objectifs à long terme, on détecte ce type de joueurs et on travaille. Comme a dit le coach qui est mieux placé que moi à parler de football, c'est qu'il a une bonne pointe de vitesse. Il a une pointe de vitesse. On connaît plusieurs... Aujourd'hui, Kylian Mbappé, on parle de sa vitesse. Vous aviez le Samuel Eto'o, on parlait de sa vitesse. Donc, c'est la pointe de vitesse aussi importante. Donc, je dis, combien peuvent courir comme ça dans notre équipe nationale actuelle? Très peu, je crois bien. Donc, il faudra regarder dans ce sens. Et puis, pas que lui, d'autres encore. D'autres encore. Bon, ben voilà, peut-être, il faut vite faire avant qu'il n'aille signer
quelque part d'autrui pour être mieux considéré. Serge Kamdem, vous avez peut-être regardé vite fait. On apprécie beaucoup de voir nos jeunes, surtout quand ils sont pistés par des clubs de renom comme le Real Madrid. Je pense que les précisions données par le coach ici et Yves sont importantes au niveau de la politique même, mais je reste sur ma faim sur notre stratégie interne de formation. Parce qu'en réalité, quand à 20 ans on peut signer au Real Valladolid pour un contrat de 4 ans, ça veut dire qu'on a commencé dans les U13, U14, U15 quelque part. Exact. Donc on a eu le temps de voir le joueur atteindre sa maturation. Aujourd'hui, il est encore perfectible, mais il a déjà atteint un niveau de haut niveau pour que le club, le Real, vienne le prendre sous contrat. Il peut encore progresser, mais vous voyez qu'il est déjà à un niveau. Or, quand vous voyez la majeure partie de nos jeunes de 20 ans, c'est à cet âge qu'ils commencent à apprendre. Voilà le gap que nous avons. Donc, nous devons, dans la réflexion profonde, trouver des stratagèmes qui vont nous permettre de former des enfants à bas âge pour que, avant d'arriver dans les 18-19 ans, qu'ils soient déjà aguerris, de façon à ce que, même s'ils partent de chez nous pour aller dans des clubs majeurs, que là-bas, la formation ne soit plus une affaire qui va durer plus d'1 an. Parce qu'il y aura toujours l'adaptation, un peu de gêne liée à l'environnement qui peuvent arriver. Mais avec les professionnels comme le coach Mabouka et autres qui sont à côté d'eux, à ce moment-là, ils vont trouver un moyen de s'adapter. Mais si déjà il a un handicap au niveau de la formation, comme certains disaient, il a un pied carré, parce qu'on ne lui a pas appris à faire une passe, à amortir un ballon, chaque fois c'est son tibia qui va intervenir en premier, mais vous voulez que le gars soit quoi d'autre qu'un gars qui va se débrouiller au championnat de première division avec 30 ans et tout ça. Donc, il est obligé de jouer et rester sur place. Donc nous devons apprécier le footballeur que nous voyons, Cédric, mais en même temps, savoir que ce sont d'autres gens qui l'ont formé. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons profiter de lui, il faut qu'on anticipe pour commencer à lui dire, voilà le Cameroun tel que nous le voulons dans un avenir, tu peux contribuer à lui donner une certaine image. Mais sinon, on l'appelle pour qu'il vienne jouer et rentrer dans la même cacophonie habituelle. Je vous jure, très peu de parents vont envoyer. Il faut y aller avec un autre projet, avec une autre vision. Bien sûr. Si vous venez le voir simplement pour lui dire viens jouer, mais il faut bien qu'il ait le choix. Si vous lui dites viens jouer alors que l'équipe espagnole lui dit viens jouer, il n'est pas arrivé, il est à moins 20 aujourd'hui, sachez qu'il a joué sûrement les catégories inférieures. Tout à fait. Donc, U18, il n'est pas un non-aime. Ce n'est pas un inconnu de l'environnement. Et quand vous devenez un talentueux, sachez que tout le monde commence à regarder la pépite et c'est l'environnement qu'on lui offre, c'est l'assurance qu'on lui donne, c'est le confort dans lequel il va être qui sont mis en exergue. Donc souvent le choix est difficile parce que le footballeur lui-même, s'il n'a pas vraiment ce qu'on appelle le choc patriotique qui le hante, qu'est-ce qui va le motiver? Donc nous devons trouver ces éléments-là pour essayer de le galvaniser. Voilà, justement, lui, on le rappelle, qui a évolué dans les catégories jeunes. Aujourd'hui, il est ici avec le Real Valladolid pour une période de 4 ans. C'est énorme. Et comme le disait le coach Mabouka, c'est important, ça fait plaisir de voir un joueur camerounais à ce niveau de la compétition. On va évidemment le suivre. C'est notre rôle aussi et lui souhaiter en tout cas bonne chance pour la suite. Et il y a quelqu'un aussi qui a fait parler de lui ces jours-ci par un acte de bravoure. Avec vous, Serge Kamdem Kwam, c'est un arbitre. On a tous vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Peut-être Adonis, si on peut la revoir. Voilà. Oui, ça c'est championnat régional à l'ouest d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est un match qui s'est joué à l'ouest et quand vous regardez ça... Voilà. Vous disiez cet arbitre est de la région de l'ouest, d'ailleurs bien formé, parce que quand vous regardez la capacité à réagir, vous comprenez qu'il est formé aux règles de secourisme. Et ça, c'est les fondamentaux pour tous les athlètes. Parce qu'en réalité, quand vous ne le connaissez pas, quelqu'un peut périr devant vous et l'assistance ne va pas être à la hauteur des attentes. J'ai dit ça, il est devenu héros dans un match contre son gré parce qu'il voulait sauver une vie. Et j'ai dit ça, nous devons apprécier et continuer à interpeller tous les athlètes à avoir le minimum de formation sur les premiers secours apportés aux personnes en danger. Lui, en tant qu'arbitre, déjà par sa disponibilité, parce qu'il était proche de l'action, vous voyez, il est très proche pour apprécier exactement le choc. S'il était en train de faire une paresse sur le plan physique, s'il était trop loin, il n'aurait pas apprécié la gravité. Alors on pouvait avoir un cadavre ou un décès sur le terrain. Il a vu la position, comment le joueur... Et quand il a vu la façon avec laquelle le joueur est arrivé au sol, il a compris que le gars est en train de
Peut-être même pas conscient. Et vous voyez, il a fait le premier geste, le mettre sur le côté. Ça sont les premières règles de secours. Et quand il a fait, maintenant il pouvait interpeller rapidement le renfort pour venir à côté, avec des joueurs qui étaient à côté. Et nous avons vu le président de la fédération. Oui, justement, on a ça en image. Parce qu'on n'a pas besoin d'afficher. Voilà, on n'a pas besoin d'afficher une reconnaissance autre que de montrer à un jeune que ce que tu as fait a été. Il s'appelle Michael Ngangoum. Voilà, donc M. Ngangoum a été pour cet après-midi-là un héros qui a sauvé une vie, parce que rien ne vaut une vie. Et aujourd'hui, la nation, celle du football, au moins, lui est reconnaissante. On n'a pas besoin de crier, je ne sais pas, de siffler partout pour dire il a fait ci, mais son acte, il a fait sans intérêt. Il a fait dans le but de rendre son match encore plus attrayant, parce que le rôle d'un arbitre sur un terrain, c'est de tout faire pour que le match se joue dans de bonnes conditions en protégeant les acteurs. C'était sa façon à lui de protéger cet acteur-là. Et je dis bravo à lui. Et vraiment, bonne continuation. Est-ce qu'au niveau de la Ligue justement de l'Ouest, il y a eu, je ne sais pas, peut-être une rencontre après ça? Vous avez rencontré peut-être cet arbitre-là. On rappelle que le match opposait Volcan FC du Noun à AS Ménois au stade municipal de Foumbot. Après ce qui s'est passé, notamment à la 40e minute de jeu, heureusement que cet arbitre justement a évité le pire. Est-ce qu'au niveau de la Ligue, il y a quand même eu... Bon, vous savez que nous sommes vous avez parlé avec lui? Non, je ne peux pas vous dire, parce qu'au niveau de l'organisation aujourd'hui, la compétition gère le terrain. L'administratif aujourd'hui est un peu en stand-by. Donc nous, on observe, mais on a été tous frappés de façon très positive par l'acte. Et comme vous l'avez dit, lorsque la fédération a pu lui apporter son soutien en termes de reconnaissance, pour nous c'était suffisant. Parce que quel que soit ce que vous aurez fait à l'échelle inférieure, lorsqu'à l'échelle supérieure, on peut reconnaître, je pense que ça couvre tout le monde. Et là-dessus, j'ai dit, ça règle le problème de est-ce qu'on a fait ou pas. Aujourd'hui, tout le monde sait, au niveau du Cameroun et à l'extérieur, que M. Ngangoum a posé un acte héroïque, sauver la vie à un footballeur. Et duel tête contre tête, nous savons tous quels sont les dégâts que ça peut causer. Et j'ai dit, bravo au football et bravo pour les passions que ça déchaîne. Mais seulement quand la vie est interpellée, comme tel est le cas, il faut des hommes courageux, et je pense qu'il a été, dans ce cas-là, pour apporter rapidement son soutien à ce footballeur-là. Le choc était... Oui, Lydie, je voulais un peu ajouter quelque chose. Je l'ai eu, ça fait 4 mois, non, 3 semaines à 4 semaines, au stade Marion de la Cité. C'est même chose avec mon fils, qui jouait dans mon centre, avec un autre centre. Il y a eu collision coude, et mon fils a tapé la tête sur le mur de la tribune. Il était complètement mourant. J'ai eu la chance de le sauver, parce qu'une chose qui est sûre, l'école ne finit pas. Alors, ce qui concerne le sauvetage et les premiers secours pour un joueur qui est en détresse, je crois que c'est important. Le président de la Fédération camerounaise a relevé qu'il y aura des formations. Oui, c'était justement la prochaine question que j'avais pour Yves, des formations de secourisme pour les joueurs, les entraîneurs et officiels avant le début du championnat. Vous terminez, Yves va réagir. C'est important de savoir tout ça là. Parce que si moi je ne le savais pas, je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit que qui a sauvé cet enfant? J'ai répondu à cette dame que c'est moi. Et tout le monde m'a regardé, j'ai dit non, je suis entraîneur professionnel. D'abord, la première règle, c'est de connaître tout ça. Même si l'épaule d'un joueur quitte, je peux le remettre rapidement. Je connais beaucoup de choses par rapport à ces petits séminaires en faisant des stages d'entraîneur de football où je suis passé en Afrique du Sud. J'ai appris beaucoup de choses au niveau des premiers secours. J'ai dit bravo à cet arbitre parce que quand vous regardez la vidéo, vous regardez la position, vous regardez l'acte qu'il a fait, on se souvient qu'on a perdu beaucoup de gens, beaucoup de joueurs dans les terrains de football. J'ai dit bravo à la Ligue régionale de l'Ouest et à cet arbitre, et bravo au geste du président d'Africa Foot. Justement, Yves Désiré, voilà, sur l'importance de former. Et il a parlé, à l'Africa Foot, on parle des joueurs, on parle des entraîneurs, on parle des officiels aussi. Ils devraient être formés en secourisme avant le début de la nouvelle saison. Je pense véritablement que c'est même capital, c'est-à-dire vraiment pas important, je dis capital, pour ne même pas aller plus loin en disant indispensable. Parce que regardez, c'est-à-dire que quand on voit ce geste, qu'on se rend compte que ça nous arrive tous les jours sur un terrain. Ouais.
Moi, pendant longtemps, j'avais un athlète que j'entraînais qui avait un problème d'épaule. Il faisait les haies. Quand il faisait les franchissements de haies, son épaule sortait quasiment toutes les fois. Il a fait judo avant et heureusement, j'étais obligé d'apprendre à remettre l'épaule, c'est-à-dire que ramener l'os dans la cavité. Pour moi, c'est important aujourd'hui quand on y pense. Peut-être que quand on voit ce type d'image, tout le monde se rend à l'évidence qu'il faut absolument qu'on soit formé. Je vais vous dire, moi j'habite Bonabélé, il y a tellement de centres de sport, enfin, pas des clubs, hein, comment vous appelez ça, un peu sur les trottoirs, il y a tellement de groupes d'entraînement. Des fois, je passe très tôt le matin et vous voyez comment il y a un entraîneur qui est en train de marcher sur le dos d'une dame ou d'un monsieur et tout. Je vais expliquer à quelqu'un que si tu marches mal, tu peux lui éclater comment vous appelez ça, la rate. C'est très dangereux, c'est des exercices, il y a des exercices qu'on ne fait pas, ça n'existe pas. Et malheureusement, quand vous leur parlez comme ça, ils vous disent qu'ils font ça depuis 10 ans, c'est mon métier, machin et compagnie. Donc je crois que si on peut dire stop, on arrête quand on dit stop à la récréation, qu'on soit tous formés. Et on l'a dit, je crois, il y a 3 fois sur le plateau, l'école ne finit pas. Il n'y a aucune honte à rentrer dans une salle et à prendre des cours, parce qu'effectivement, ça peut vous arriver sur un stade. Ça peut vous arriver chez vous, à la maison. C'est-à-dire que votre enfant s'amuse, il cogne la tête contre le mur, comme a parlé le coach Ernest. Donc pour moi, je dis que c'est capital, c'est fondamental, et toutes les fédérations, même, en fait, devraient suivre. Devraient suivre ce type d'exemple. Bon, c'est vrai que lui, il a réduit peut-être aux entraîneurs, encadreurs, et moi je dis même comment ça s'appelle, même les acteurs principaux qui sont les joueurs. Il a parlé des joueurs. Ah, voilà. On commence alors par les joueurs, les entraîneurs, puis les officiers. On peut se sauver entre nous. C'est-à-dire que même mon adversaire, il nous mène en nos prolongations, Michokou, je peux l'aider. Vous voyez souvent sur les stades, c'est ça que je dis souvent, la beauté du sport, c'est ça aussi. Vous voyez comment des fois vous voyez un joueur qui étire la jambe de son adversaire parce qu'il a des crampes. Donc même ce type de mouvement qu'on commence à nous les inculquer pour qu'on arrive à des situations héroïques comme celle de Labine Gagoum. Voilà, une fois de plus, on va saluer cet acte de bravoure de Michael Gangoum. Il est arbitre et il officie au sein de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Il a arbitré la Coupe du Cameroun, on ne sait jamais. Dernière actu, c'est évidemment autour des Lions indomptables avec la problématique du nouvel équipementier. La Fédération camerounaise de football avait annoncé un chronogramme, appel d'offres, examen des candidatures, etc. Et la FECAFOOT avait été bien claire. Les 3 offres qui vont retenir leur attention seront donc soumises au comité exécutif et puis le nom du nouvel équipementier sera donc dévoilé. Donc, en début de semaine, la FECAFOOT a fait savoir que le nom de ce nouvel équipementier sera dévoilé dans les prochains jours. Ça veut dire, Serge, que le dossier est toujours en cours. C'est un sujet qui continue évidemment de susciter pas mal de remous au sein du milieu du foot. Ce dossier est sensible à plus d'un titre. Parce que moi, j'ai un problème dans la communication qui est faite. Quand vous vous souvenez, quand on faisait comprendre qu'après le Maroc, on ne verrait plus le corps sportif, et que vous voyez le corps sportif encore résister, ça veut dire que sûrement en coulisses, il y a des tractations qui sont en train d'être faites. Maintenant, est-ce que le corps sportif réussira à convaincre le nouveau leadership managérial pour que ce soit maintenu comme équipementier? Je pense que c'est toute là la grande question de vendre les offres qui se présentent au Cameroun avec la qualification à la Coupe du Monde. Parce que n'oubliez pas que chaque fois qu'on va en Coupe du Monde, l'image est davantage rehaussée et ça fait naître des envies à d'autres de venir ravir des marchés. Donc je crois ici il y a une invite pour le corps sportif, ne pas dormir sur ses lauriers en se disant le Cameroun c'est une chasse gardée. Il faut quand même qu'au niveau de cet équipementier, on essaye de montrer à la fédération qu'on veut faire mieux que ce qu'on faisait par rapport à la nouvelle image que le Cameroun est en train d'avoir. Je pense que c'est ça le message de fond. Maintenant, est-ce que le corps sportif sera à la hauteur des attentes pour pouvoir rester, ou bien est-ce que le Cameroun va se donner le luxe de résilier unilatéralement un contrat avec les conséquences juridiques que ça pourrait entraîner? Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser et après, avec une analyse minutieuse, prendre la bonne décision. Moi, je pense que c'est tout là le cours du problème. Oui, la bonne décision serait peut-être laquelle, selon vous, Yves? Alors, là, au vu un peu de l'annonce déjà, c'est là la FECAFOOT trace j'ai reçu le courrier comme ça dans les réseaux sociaux hier et j'ai dit, bon, tout à l'heure vous avez dit le prochain, non, le nouveau, le nouvel équipementier des Lions. J'ai dit, bon, moi j'appelle ça le prochain, parce que comme a dit Serge, d'une manière ou d'une autre,
on n'a pas exclu le coq sportif. Tout le monde peut, comment on dit ça, soumissionner. Tout le monde peut soumissionner. Moi, j'aime appris qu'il y a des nationaux. Le coq sportif peut... Bien sûr. Bah oui, c'est un équipementier. Mais bon. C'est un équipementier, donc tout le monde peut soumissionner. Non, je veux dire que j'ai écouté quelqu'un qui m'a dit qu'il y a même des nationaux qui ont proposé des habits qui remontent à l'Afrique, le Cameroun, nos tissus qu'on connaît, le NDOP qui apparaîtrait éventuellement. Bon, chacun fait sa proposition comme vous voulez. Mais je pense tout simplement que moi, malheureusement, je n'ai pas lu exactement quel était le cahier des charges. C'est-à-dire que vous devez nous apporter, ainsi de suite. Je ne sais pas exactement, mais je crois tout simplement que le coq sportif peut être là, parmi les 3 de la shortlist. Bon, on peut rien attendre, mais seulement je me demande que je sais que j'ai lu un courrier il y a peut-être 2-3 semaines où le coq sportif avait écrit à la Fédération camerounaise en leur disant que selon certains accords et leurs contrats, cette résiliation ne pourrait se faire unilatéralement. Maintenant, j'ai pas plutôt encore peur qu'on se retrouve encore dans des travers qu'on a souvent eu avec quand on vire un entraîneur, il faut payer des amendes, des machins. Je crois que aujourd'hui, on ne devrait pas être dans ce type de, à mon avis, on ne devrait pas être dans ce type de réaction, parce que je me dis quand même que tout à l'heure, je parlais encore des objectifs à long terme. On a en année de Coupe du Monde. Plutôt que de se préparer, voir comment est-ce qu'on pourrait aller dans le plus loin possible. On risquerait d'être dans les débats des tribunaux, de l'équipement. Mais est-ce que ça empêche l'équipe de se préparer? Non, vous savez, moi j'ai un truc. Vous appelez ça comment là? On dira les joueurs sont là pour jouer. Vous appelez souvent ça, quand on peut être unis là, au Cameroun, il y a une expression qu'on utilise souvent là. Vivre ensemble. L'union sacrée. L'union sacrée. Si on veut une union sacrée, soyons vraiment une union sacrée. Il y a beaucoup de Camerounais qu'on connaît, pas le coq sportif. Donc, évitons que tout le monde, qu'on soit détaché, qu'on soit divisé, restons ensemble, évitons vraiment les procès qui pourraient nous créer des problèmes. Maintenant, on a dit dans les prochaines semaines, ou dans les brefs délais, on va monter au comité exécutif de la fédération qui décidera de... Parmi les 3. Le mieux disant. Bon, on attend et puis on verra. On verra aussi, coach. On verra avec... moi, je ne peux pas dire qu'on verra. Vous avez peut-être l'impression un peu, coach Mabouka, que la fédération a déjà tourné la page du coq ou pas? À regarder un peu les différents courriers. S'il y a déjà 3 potentiels candidats pour habiller les Lions en Coupe du Monde et dans le futur, c'est que vous avez l'image que nous avons aujourd'hui de la Fédération camerounaise de football et du football camerounais en particulier est de vendre cette image. Le championnat aujourd'hui va remonter avec beaucoup d'argent. Les Lions sont déjà qualifiés en Coupe du Monde. Est-ce que la fédération ne peut pas, ne serait-ce qu'avoir un sponsor qui va s'occuper sur le plan financier d'avoir plus d'argent pour essayer de gérer d'abord le championnat et l'équipe nationale? C'est là, moi, je crois qu'il y a des enjeux. La Fédération camerounaise de football organisera le championnat prochain avec... Et en quoi ça empêche la fédération vous savez, Lydie, de se trouver un nouvel équipementier? Vous savez, Lydie... On va parler du championnat dans un instant. Trouver l'équipementier est bien, et se renflouer les caisses est bien aussi. Parce que le plus important, ce n'est pas de trouver l'équipementier. La fédération estime que la partie adverse n'a pas respecté ses engagements. Souvenez-vous du premier courrier. Oui. Voilà. Donc, moi, je dis, le coq sportif peut être candidat, comme a dit Yves. Et parmi les 3 candidats, le coq est là. Et le coq a rempli... Peut être là. Oui, il peut être là. A rempli les conditions que la Fédération de football, par rapport à l'image de la Fédération et de l'image des Lions indomptables qu'on veut mettre en vigueur. Parce qu'aujourd'hui, le Lion n'est plus le Lion. Hein. Ah bon, d'accord. Le Lion est parmi des meilleures équipes en Afrique qui a pu participer à beaucoup de Coupes du Monde. Donc, nous allons au Qatar avec l'équipementier qui va être à jour par rapport à la demande de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas seulement de porter le maillot en mettant le lion là et en se disant allons en Coupe du Monde. Je crois que le président de la Fédération camerounaise de football est en train de vouloir montrer aux gens qu'à travers le football, le marketing est important. L'image de ce sponsor, de cet équipementier qui viendra, fera en sorte que le Cameroun ne va pas avoir ce que nous avons vu sur les tenues vestimentaires des filles, des maillots par rapport à cette Coupe d'Afrique que l'équipe nationale vient de jouer.
et d'abord avant avec les équipes jeunes par rapport aux tenues. Si peut-être le coq sportif est prêt à pouvoir ne serait-ce qu'avoir ce qu'il faut pour être parmi les 3 candidats, c'est bien. Si peut-être la fédération a vu quelqu'un d'autre qui a plus mis les moyens pour ne serait-ce que venir prendre la place du coq sportif, on verra bien. Je crois que c'est dans les coulisses et tous les enjeux sont là. Donc, on attend avant la pub, oui, Yves. Non, vite fait, c'est vrai que ce n'est pas ça le débat. Hein. Non, je veux qu'on soit clair parce que là, si vous voulez justifier la rupture, entre guillemets, d'avec coq sportif, par rapport à ce que vous m'avez entendu, les jeunes, les filles, je vous dis quelque chose. Moi, on a, à la fédération, on a un équipementier. OK? Quand il y a une compétition jeune, on envoie les mensurations des sportifs. Donc, si vous ne savez pas parler à votre équipementier en disant, là, c'est les filles, on veut les tailles M et S, ben, il vous enverra ce qu'il a. Et puis, quand vous lui envoyez votre chronogramme de la saison, c'est-à-dire qu'il sait que vous avez besoin de telle quantité d'équipement pour telle compétition qui concerne les jeunes, je crois que bon, il y aura peut-être rupture, ça je ne sais pas, j'en sais rien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ne mettons pas en avant les maillots, parce que j'ai vu des images, gens peut-être qui sont contre le coq sportif. Moi, j'ai rien pour eux, rien contre. Hein. J'ai des filles qui avaient des maillots, des sous-vêtements longs, là, comme c'est moi qui les portais avant. Mais je voudrais dire qu'excusez-moi, vous avez, comment vous appelez ça, on appelait ça directeur administratif avant, vous avez les teams, ça on appelle team manager, mais qui sont en contact avec l'équipementier et lui envoie les tailles. Mais si vous ne dites pas que vous voulez les tailles, il vous envoie les godasses de pointure 48. Bah, il n'imagine pas, c'est à vous de savoir comment vous gérez ça. Donc, quand on trouve d'autres moyens, il ne faut pas trouver les petits prétextes. Pour vous, ce sont des raisons qui n'ont... Non, ça ne tient pas la route. Je suis désolé. Vraiment, ça, honnêtement, si ce n'est que parce que l'autre avait un vêtement plus long, plus court et compagnie, excusez-moi. Mais d'ici, vous offrir un vêtement, je connais à peu près votre taille. Je peux trouver, je ne vais pas vous chercher un pantalon qui suffirait à mon ami à Yamen. Mais non. C'est d'autres raisons. D'accord. Peut-être pour terminer sur le sujet, Serge, il faut observer. Vous savez, administrativement, les choses ne sont pas toujours comme les gens semblent les regarder lorsqu'on parle. Hein. Il faut toujours, lorsqu'on gère, faire attention et mettre en compte et en exergue plusieurs paramètres. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui va trimer ou imprimer sur la décision qui va être prise. Quand vous décidez de limoger un entraîneur comme l'a fait avec Conceição, vous savez que vous allez le dédommager. Vous pouvez dire, je fais partie, je le dédommage. Ça, c'est un choix. Donc, dans le cas actuel, il faut regarder les clauses contractuelles avec l'équipementier qui est là, voir si on veut le faire unilatéralement, quels seront les dommages pour lui ou bien pour la fédération, comment la réparation va se faire, est-ce qu'on peut arriver à ce qu'on appelle un accord de principe, soit pour poursuivre le contrat, soit pour l'annuler. Donc tout dépend des avenants qu'il y a dedans et des accords que les hommes se mettent en place. Chaque fois qu'on peut dialoguer, il y a des solutions qu'on peut trouver. C'est lorsque le dialogue est bloqué qu'on va vers la rupture et là-dessus, on peut chacun tirer la couverture de son côté pour avoir le maximum de gains. Mais le vœu, bien le mal que je peux souhaiter à tous ceux qui vont être mêlés à ces dossiers, c'est de réussir à trouver ce qui va dans l'image et l'éthique pour le Cameroun. Si le corps sportif va être l'équipementier qui va rester, parce qu'il est déjà là, il a quand même pignon sur, il a la possibilité de réaménager ses offres pour être déjà là, parce qu'il a anticipé sur les commandes, que ce soit la Coupe du Monde ou bien pour la CAN au Maroc, il peut, dans cette logique, proposer des choses qui vont dans l'attente, parce qu'il y a toujours un cahier de charges quand même qu'on définit pour se dire qu'est-ce qu'on attend exactement de vous, un peu comme on a fait au niveau de l'appel d'offres. Donc ils vont se prononcer et on verra. Il y a d'autres qui étaient là avant, qui étaient partis pour des raisons qu'on ne connaît pas, peut-être parce qu'il y avait un chantage latent qui se dessinait, peut-être qu'avec leur retour actuel, ils vont être obligés de casquer plus gros parce qu'ils voudraient qu'on leur fasse davantage confiance. Mais vous savez, quelqu'un qui a été avec vous, ça dépend de comment vous vous êtes séparés. Et tout ça va jouer dans les choix et tout. Et avec la dynamique qui est en place, on verra. Je pense qu'on gagnera à attendre. Voilà, on gagnera. Donc, à observer dans les prochains jours, comment annoncer la Fédération camerounaise de football. On marque une autre page de pub et on se retrouve juste derrière.
soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. Retour en plateau et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en instant. C'est la seconde partie de cette émission avec deux thématiques. Ce soir, on va s'intéresser rapidement à l'actualité autour de Bamboutos Football Club de Bouda. Vous savez, ces derniers 24-48 heures, action-réaction, courrier contre courrier, avec Serge Kamdem-Kwam, Bamboutos évidemment, c'est la Ligue de l'Ouest. On va encore vous interpeller là-dessus. On a vu au lendemain de la qualification de Bamboutos de Bouda pour la finale de la Coupe du Cameroun, justement, le PCA qui a décidé de dissoudre le bureau qui était en place pour gabégie financière. Il a parlé également d'incitation à la haine tribale et de bien d'autres. Et il a, dans la foulée, désigné les membres d'un bureau aussi provisoire. Et juste après, il y a le préfet de Bamboutos qui a réagi pour dénoncer justement cette sortie du PCA. Et puis maintenant, après, forcément des conciliabules, des tractations pour pouvoir amener la paix au sein de cette équipe qui s'apprête quand même, on le rappelle, à disputer la deuxième finale de la Coupe du Cameroun de son histoire. Il est dit 56 ou 59 ans après, lorsqu'une équipe comme celle-là court après son premier trophée, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations qui peuvent se dégager. Mais je voulais ici qu'on ait beaucoup de respect pour ce public d'abord. Parce que quand on parle de chauvinisme en matière de football dans notre pays, l'équipe Bamboutos de Bouda, pour moi, regorge le maximum de supporters. C'est un public qui sait faire foule lorsqu'ils veulent être derrière leur équipe. Mais je pense aussi que ces différentes dissensions, ces différentes tensions que nous observons peuvent quelquefois diluer l'engouement et la dynamique des supporters qui méritent pour moi plutôt d'être canalisés et rentabilisés dans l'intérêt du club. Parce que jusqu'à présent, mon avis personnel, c'est que c'est mal géré, cette folie qui prend ces gens-là qui veulent à tout prix chacun porter le club au firmament à un triomphe. Donc nous devons, au lieu de nous concentrer sur ces petites incompréhensions entre les dirigeants, malheureusement, qui sont mises sur la place publique, parce que lorsqu'on est en famille, surtout les affaires de clubs de communauté, il y a toujours des tensions qui existent. Mais lorsque ça prend la connotation des journaux et des médias, parfois ça prend une ampleur qui n'est pas celle même qui devrait être. Je pense que si le principal pourvoyeur de fonds à Bamboutos, qui est notre frère et ami Justin Tagou, a saisi ses collaborateurs au conseil pour des choses à clarifier et qu'il n'a pas eu satisfaction, il peut se donner le droit de dire « moi je veux que ça change ». Mais maintenant, je pense que la sagesse a dominé parce qu'en réalité, après tous ces échanges, le préfet est venu dans le but de calmer et faire en sorte que ce qu'il a mis en place dans une transition pacifique ne soit pas démoli à travers les médias. Peut-être qu'il a été mal compris par certains, bouté en touche par d'autres. On a appelé certains traîtres et tout ça, dans une famille, tout ça ne doit pas exister. Et je loue ici la magnanimité et la détermination du maire de Mélon, président de Stade Renard, qui, dans son élan patriotique par rapport aux deux hommes, qui étaient M. Djungan Saker, que nous connaissons tous avec les boulangeries Saker, sans publicité, qui est un des actionnaires, qui est le PCA actuellement en place, et le principal pourvoyeur de fonds, qui est M. Justin Tagou, a pu créer cette accalmie qui, aujourd'hui, va dans l'intérêt du club. Je pense qu'il est important pour cette équipe de se concentrer sur sa finale, qui est inédite, parce que c'est la deuxième chance quand même qui leur est présentée devant un adversaire qui n'est pas facile, de pouvoir ramener un trophée à la maison. Donc, je nous supplie, pour notre région, qui est une région toujours qui est à la une, parfois dans le bon sens, mais parfois aussi dans des guerres comme celle-là, de faire amende honorable et de nous dire Bamboutos essaie à sa façon de distraire ses adversaires avant de mieux se concentrer sur sa finale. Vous préférez prendre ça comme ça? Je préfère prendre ça comme ça. Oh, si ça vous arrange. Bien sûr, voilà, on comprend. Bon, peut-être, on connaît bien Serge. Oui, ça c'est Serge. Donc
qu'aujourd'hui, comme il disait, peut-être l'important, c'est de se concentrer par rapport justement à cette finale. Tout à l'heure, je l'ai dit, quand on parlait de coq sportif et des lieux notables du Cameroun, je reviens encore sur le cas Bambotos et sa finale. Vous savez, à des moments, on a besoin plus de se concentrer sur des choses essentielles que sur les détails. Maintenant, quelqu'un va se dire, pourquoi il dit que c'est des détails? Mais pour moi, c'est des détails. Parce que pour moi, c'est d'abord le sport qui prime. C'est-à-dire vraiment le jeu sur le terrain. Quand c'est Serge qui a ramené, tu as dit 59 ans à peu près d'existence, ils vont jouer leur deuxième Coupe du Cameroun. La deuxième finale. Leur deuxième finale à la Coupe du Cameroun. Donc moi, j'estime que plutôt que de faire, c'est important de se concentrer. Maintenant, lorsque, effectivement, vous allez vous retrouver dans les réseaux sociaux, la lettre adressée, le retour de la réponse et des compagnies et machin. Alors, ça fait maintenant que quand la presse est au courant de certaines choses, chacun commence à jouer. Comme j'aime beaucoup Serge, je l'aime moins qu'Ernest, c'est pas plus compliqué. J'écris ce que je veux. J'ai lu des choses depuis, je pense bien, le week-end, je crois. J'ai lu des choses impensables. Depuis lundi. Depuis lundi. Mais il y a des choses qu'on lit, c'est-à-dire que vous avez, j'ai failli dire la nausée, que de choses. Pourquoi? Parce que vous êtes, je veux dire quoi, pro, tel et anti l'autre. Moi je dis, bon, à un moment, aujourd'hui je pense que c'est tout le peuple, comment on dit, tout le peuple qui devrait être ensemble et aller vers la finale qui se jouera, bon, c'est pas encore quand. Mais je veux dire, j'étais tellement content de voir, parce que, je vais dire un truc pour moi, je sais pas s'il y a une équipe au Cameroun qui fait full autant que même lors des matchs amicaux. Je dis les matchs amicaux, on se retrouve les 13h à Bonamoussadi, mais vous les voyez, ils sont 1 million. Donc j'aimerais, moi je dis, pour moi c'est un manque de respect de les mettre dans cette situation aujourd'hui de ballottage, il y a tel qui a fait ceci, tel qui a dit cela. Maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive? Je veux dire, pourquoi c'est aujourd'hui que ça arrive? À la veille de la Coupe du Cameroun. Il y a forcément des raisons. Il y a des raisons. En rapport avec la qualification. Il y a des raisons cachées. Je pense que quand on gagne, je crois vous appelez play-off et on a une enveloppe, quand on gagne, on est qualifié pour la finale, je crois qu'on reçoit quelque chose. Bon, je crois que maintenant, ce genre de guerre aussi débarque au moment où, parce que quand ce club était un peu pas très confortable, on n'avait pas un classement terrible en championnat avant de regrimper dans sa poule, il dit, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Il n'y a pas ce genre de petits réfugiés où chacun veut... Aujourd'hui, je appelle ça comme de la récupération. Premièrement, il y aura de l'argent qu'on recevra de la FECAFOOT parce qu'on est finaliste de la Coupe du Cameroun. On peut avoir la chance de saluer le chef de l'État ou alors son représentant qui va présider la finale. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est le moment de se faire voir. Pas mal d'enjeux. Il y a tellement d'enjeux autour de cela. C'est-à-dire que lorsque vous allez entendre les Jeux Olympiques prochains, vous allez vous rendre compte qu'il y a des batailles internes dans les fédérations, des ceci et cela. Donc je dis, pour moi, ce truc est très très mal venu. Il est très mal placé pour une équipe qui, honnêtement, sait qui elle aura en face. D'accord. Justement, lors de cette finale, Bambotos aura Coton Sport des Garoua comme adversaire. Coach, en quelques mots, vraiment en quelques mots rapidement, quelle serait justement l'attitude, le comportement du staff technique dans le contexte actuel? Oui, je crois qu'il y a Master en training, qui est Ndoumbé Bosso, qui est coach de Bambotos, qui est un ancien coach de Coton Sport de Garoua. Donc ça ne sera pas facile que Coton ne vienne pas dans cette finale en se disant qu'il a gagné. Parce que Ndoumbé Bosso a quelque chose à montrer aux Camerounais, qu'il est parmi les meilleurs entraîneurs de football. Il a aussi réalisé le doublé. Le doublé, ce n'est pas l'idée, je suis habillé en rouge aujourd'hui, peut-être d'autres ne connaissent pas, je suis un ancien joueur de Bambotos Mbouda. J'ai été gardien de but en Bambotos Mbouda. Comme a dit Serge, Bambotos c'est la meilleure équipe au Cameroun, même sur le plan financier. Ça veut dire que s'ils se concentrent à mettre leur énergie, tous les Mbouda, pour cette équipe, Bambotos peut soulever les montagnes. Mais le problème, c'est dans cette discorde. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous avez posé la question concernant le staff technique, Monsieur Ndoumbé Bosso, je l'appelle Monsieur Sango. Sango connaît l'histoire de la Coupe du Cameroun. Je crois que ça ne sera pas une petite finale. Ça sera l'un des plus grands matchs. C'est une belle affiche. Belle affiche.
l'un des plus grands matchs du championnat. C'était dans la même poule en championnat, je crois. Oui, c'était la même poule. Donc, c'est l'un des matchs où vous allez voir beaucoup de choses que vous n'avez pas pu voir dans le championnat. Parce que c'est la finale de la Coupe du Cameroun, c'est un but sort, c'est le dernier match du championnat. Ouais. C'est prestigieux. Et Sango a quelque chose à dire. Moi, je dis, j'ai un ami, un grand frère, on comprend votre penchant. Avant même que cette finale ne soit programmée, on a déjà compris. Oui, puisque j'ai joué à Bamboutos, peut-être beaucoup ne connaissent pas. Et le président Tchefo Lucas, s'il a encore envie, pourra vous dire que je suis parmi les gars qui lui ont donné des conseils. Et l'année après, Bamboutos était monté aux Interpol. Donc, j'ai peu qu'avoir un penchant. Et je dis bon travail à mon ami qui est de l'autre côté, qui est Ngoumou, qui est stratège de Coton Sport de Garoua. C'est un grand frère que j'ai beaucoup de respect. Mais Sango, beaucoup en backstage. Hein. Sango reste Sango. Ah, d'accord. Ah, il a de quoi à dire. D'accord. Juste, avec ta permission, non, pour sortir du sujet, j'aimerais dire que, justement, avec tout ce qu'il y a comme bruit autour d'équipe, aujourd'hui, je pense que les entraîneurs devraient plus avoir un impact psychologique sur leurs joueurs, en leur disant, en haut là, ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne. Et tu me revois là. Ah oui. Ce qui vous intéresse là, c'est le terrain d'abord. Laissez les gens là en haut là. Oui, voilà. Qu'ils leur disent n'importe quoi, que non, ils s'amusent, on veut déranger les gens, on veut faire du buzz et tout. Parce que, honnêtement, et pour ceux que j'ai parfois avec les entraîneurs, quand on fait les vaches des entraîneurs, vous savez, quand il y a une espèce de cohésion, les joueurs s'entendent bien avec leur entraîneur, vous le faites partir, ça peut avoir, même au niveau du président, oui, ça casse énormément. Ça peut arriver même au niveau du staff managérial, que le fait que tu as de bons rapports avec le président, si, ça ne veut pas dire qu'un autre ne viendra pas, non. Donc, il faudrait qu'on reste en harmonie. Donc, les coachs auront un rôle important, le staff technique aura un rôle important, booster les gars, ne vous occupez pas du reste là. Pensez à votre match. Voilà, c'est la meilleure façon, la meilleure attitude pour justement le technicien. On va parler de football professionnel avec évidemment ces 23 conditions publiées récemment par la Fédération camerounaise de football à l'endroit de tous les clubs professionnels qui désirent participer à la prochaine saison sportive. On rappelle parmi ces conditions évidemment les statuts, les règlements intérieurs, code disciplinaire, fiche d'engagement. On va parler entre autres de l'engagement d'une équipe de moins de 15 ans, moins de 17 ans au football jeune, l'engagement d'une équipe au beach soccer ou bien au futsal, les statuts de la société au sein du club, un plan de localisation du terrain d'entraînement, bref, pas mal de conditions. Qu'est-ce que les fans de football pensent justement de cette démarche de la Fédération camerounaise de football? On va vous proposer d'écouter quelques réactions et juste derrière, l'analyse de nos invités. Oui, déjà, c'est une belle initiative. C'est-à-dire que nous voulons que notre football soit vraiment compétitif. Il faut absolument, de façon graduelle, accepter ces conditions qui, pour moi, sans lesquelles le football camerounais n'ira nulle part. Je pense, pour ma part aussi, que tout club doit se transformer en une entreprise. C'est trouver les moyens de sa politique et il est question de la volonté de le faire. Sinon, je pense qu'on tournera en rond. Moi, je pense que le président de la FECAFOOT, c'est une très bonne initiative. Lorsqu'on jette un regard sur les équipes de première division en Europe ou bien partout dans le monde, on se rend compte que les équipes sont de plus en plus compétitives. À un moment donné, le football camerounais a perdu de sa grandeur, de sa valeur sur le territoire africain et sur le continent. Il est de grand temps. Et moi, je suis derrière le président Samuel Eto'o dans la mesure où son projet est en train de mettre toutes les équipes camerounaises sur le pas à l'échiquier mondial. Et il est de bon ton que lorsqu'un président vient s'associer avec les gens et que les gens y mettent leur argent, qu'à la fin de la saison ou bien à la fin d'un exercice de footballistique, que chacun revienne à son revenu. Je ne voudrais pas citer des présidents, mais on a vu des présidents venir voir certains opérateurs économiques, certains hommes d'affaires leur demander de crédit parce qu'ils veulent finir le championnat. À la fin, ils n'arrivent pas à rembourser cela. Ce qui est tout à fait... c'est pas normal. Vous voyez un peu? Donc c'est normal, tout à fait. C'est tout à fait normal. Tous les entreprises doivent fonctionner comme des entreprises. Quand ici ou Y vient injecter son argent dans le football, il faut qu'à la fin, il ait un petit gain. Aussi minable soit-il. Et c'est tout à fait normal. Je m'aligne derrière le président Samuel Eto'o dans ce cadre.
Oui, il faut d'abord, je crois que j'ai lu dans un journal, on me dit qu'il y a des dettes à payer d'abord, par rapport à l'entraîneur d'abord qu'on a chassé de 1, et le contrat qu'il a résilié avec Corps Sportif. Donc il faut d'abord résoudre tout ça pour que les gars aient au moins un moral tranquille. Et tous ces joueurs de U17 et U15, bon, je vois que c'est une bonne initiative d'aller pas à pas avant d'atteindre le haut sommet qui est l'équipe nationale. Oui, senior. Sur le U20, U15 jusqu'à U17, c'est bien beau. Parce que le football, c'est la relève. C'est une bonne initiative, mais je prie seulement aux Camerounais. Je prie aux Camerounais de travailler ensemble. Parce que c'est un problème d'équipe. Le football, c'est un jeu d'équipe. Parce qu'il ne faut pas qu'un côté soit faible, l'autre soit fort. Et grâce à ça, nous pouvons être champions du monde un jour. C'est bon, mais ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile, il faut beaucoup de travail. Et il faut beaucoup de travail, surtout au président. Il faut que le président Samuel Eto'o soit fort et dur. Parce que l'Africain, c'est du fouet. Est-ce qu'il faut peut-être en arriver là? On ne va pas fouetter quand même les présidents des clubs. Alors Serge, pour être un peu plus sérieux, ces différentes conditions de participation à la prochaine saison sportive, on se rappelle que pendant sa campagne, le président de la FECAFOOT actuel, Samuel Eto'o, avait dit qu'il était question de redonner au football sa grandeur. Ça, il avait insisté là-dessus. Est-ce qu'avec ça, on va un peu fort quand même? On sait évidemment, c'est pas nouveau quoi. Ce sont des conditions qui ont toujours existé et puis même si ça n'a pas toujours été respecté à la lettre, aujourd'hui la fédération camerounaise de football actuelle remet ça sur le tapis. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que le championnat, la saison prochaine qui va démarrer, qu'on ait justement ces différences? Tous les clubs, peut-être mutés en société, qui présentent un terrain d'entraînement, les états financiers, les budgets prévisionnels, etc. Bon, Lydie, je pense qu'il faut toujours amener les gens à travailler davantage pour améliorer les conditions, que ce soit des footballeurs, que ce soit de la structure qu'ils dirigent eux-mêmes, que ce soit l'environnement dans lequel on évolue. Je pense que c'est ça la philosophie même de la fédération actuellement. Et c'est une continuité, comme vous l'avez évoqué vous-même, de ce qui se faisait. Et il y a une volonté maintenant d'améliorer encore. Mais il y a une chose que nous devons tous retenir. Un objectif n'est pas fait forcément pour être atteint. Il est fait pour être approché. Et si on va dans cette démarche-là, on comprendra qu'on ne peut pas de façon péremptoire dire que si quelqu'un n'a pas rempli les 23 conditions, il ne va pas jouer. Non, ce sera... Le dire comme ça, ce serait quand même aberrant et faux. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez une condition comme celle relative à l'engagement d'une équipe de beach soccer ou de futsal, ouais. Bon, vous comprenez de vous à moi que ce n'est pas réalisable pour l'instant parce qu'on n'a pas déjà mis les structures en place pour faire le futsal ou le beach soccer. Bon, pour les équipes de U15 ou U17, on peut se dire qu'avec la Ligue de football des jeunes qui est en gestation avec ce qu'elle fait depuis la saison dernière et ce qu'on est en train de faire cette année, on peut espérer que la saison qui va suivre, on peut avoir des championnats de ces catégories-là. Donc c'est quelque chose de concret. Et sur le plan opérationnel, une équipe en mettant ces structures en place se préserve de ce qu'on appelle des pourvoyeurs de fonds et des moyens en termes de footballeurs. On a des U17 qui vont forcément évoluer en équipe première. Et là, ça fait pour une équipe une volonté d'avoir une ressource en termes de valeur humaine. Et donc, ça va dans l'intérêt du club. Mais il y a un élément indispensable pour la réalisation de tout cela, entre autres. Ce sont les moyens. Ce sont les moyens. Si on met tout ça devant les clubs, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de volonté de le faire. Mais comment ils font pour le faire s'ils n'ont pas de rentrée financière? Donc, il faut, à côté de tout ce qu'on décrit, définir l'étape des ressources. Qu'est-ce qu'ils vont gagner ou bien qu'est-ce qu'ils vont recevoir de façon réelle, de façon concrète, pour que ce cahier des charges soit effectivement rempli. Je pense que c'est là la grande problématique. Si nous répondons à cela... Vous posez un problème de modèle économique à définir. Il faut qu'on définisse dans quel contexte. Nous avons un professionnalisme qui a été décrété à la base. Donc on n'a pas mis ce que j'appelle les petits plats dans les grands. Dans chaque structure, pour être sûr qu'elle est capable de s'auto-gérer. Donc lorsqu'on arrive à prendre l'entonnoir renversé, c'est-à-dire au lieu de partir doucement du bas
vers le sommet. On a commencé par le sommet pour commencer à stabiliser la base. C'est le modèle adopté par la FECAFOOT. Hein. Non, c'est le modèle dans lequel tout le monde s'est retrouvé. Et quand on est là-dedans aujourd'hui, on veut le normaliser, on va tirer que les gens ensemble, tout en prenant en compte des réalités des environnements. Prenons un exemple, nous sommes ici à Douala, c'est vrai. Si vous prenez un club comme Union de Douala, vous lui dites, il faut faire ci, il faut faire ça. Ok, c'est bien beau. Mais Union vous dit, ok, nos moyens que nous on a nous permettent de faire ci, ça. Vous voulez qu'on ajoute ceci? Nous on prend les moyens où? On va leur dire d'aller même s'endetter, ce qui est normal. Mais celui qui va leur donner la dette qui est une banque, sa garantie c'est quoi? Donc tous ces critères doivent être définis parce que le footballeur qui est la matière première dans cette affaire doit être celui qu'on va préserver. Il doit avoir une rémunération qui est régulière, qui est stable. Et ça sont des moyens. Donc je voudrais ici dire que tout le monde doit œuvrer pour que ces points-là soient ce qu'on appelle l'objectif à atteindre. Et ensemble, maintenant, par rapport aux difficultés qui vont se dessiner, qu'on essaie de les élaguer au fur et à mesure pour que le groupe, qui est ce bloc des équipes professionnelles, fonctionne ensemble. Il y a des critères là qui sont déjà connus, que certains clubs ont déjà. Quand on parlait d'avoir les statuts, tout ça, règlement intérieur, le logo, ça, tout le monde a ça. Les couleurs. Les couleurs, tout le monde les a. Donc vous voyez qu'il y a des critères là-dedans qui sont déjà là. La convention entre l'équipe, l'association et la société. Pour ceux qui ont déjà des clubs formalisés, c'est automatique, puisqu'on sait tous. C'est ce que les gens ne savent pas lorsqu'ils écoutent. Ce n'est pas toute la structure qui passe professionnelle. C'est une partie. Les U15 et les U17 sont dans le cadre d'association. Donc ce n'est pas des joueurs salariés forcément. Ce sont des joueurs en formation pour beaucoup, ou bien des joueurs amateurs qu'on prend, qui perfectionnent leur formation aussi. Donc la partie de la société qui est professionnelle, c'est cette entité qui va gérer le championnat professionnel avec les règles qui sont régies par la loi 2018 qui va régir l'activité physique et sportive. Donc ça, c'est un ensemble de choses qui entraînent d'autres charges pour les clubs. Quand vous avez une entreprise qui est déclarée, forcément vous êtes sur le plan fiscal aussi, vous avez des taxes à payer. Cet argent-là, déjà si on n'arrive pas à gérer le quotidien, est-ce qu'on a mis ce qu'on appelle le cadre normatif qui va permettre que ces clubs puissent évoluer? Avec la CNPS, il faut créer un cadre propice pour les footballeurs. Ils ne vont pas travailler au même titre qu'un employé d'un bureau. Aujourd'hui, on est dans cette volonté. J'ai dit ici que le président, ou bien le directeur général de la CNPS, qui est un monsieur très, très, très proche du foot, est favorable à une politique de concertation. Mais ça ne va pas dépendre seulement de lui. Il va falloir que tout ça soit régi à la fin par une loi qui va encadrer, et encadrer avec toutes les parties. Sinon, on va traiter un footballeur comme un employé officiel d'entreprise. Ce n'est pas vrai, parce qu'il ne va pas mettre 15 ans dans une entreprise. Quand un footballeur qui joue chez nous, pour qu'il fasse 15 ans, non, 5 ans, je veux dire. Déjà 5 ans, c'est pas évident. Pour qu'il fasse 5 ans déjà. Je veux dire, en jouant à haut niveau, c'est pas évident. Donc maintenant, s'il faut attendre 15 ans de lui, je pense qu'on va l'asphyxier et il n'aura jamais de retour sur investissement par rapport à sa retraite. Donc nous devons définir ces environnements-là. Et je pense que ici, la fédération a voulu simplement dire, voilà vers quoi nous allons. Maintenant, ensemble, ils vont dans un chronogramme peut-être sur le moyen terme, réussir à faire que tout le monde se rapproche au maximum de ce qui est défini, tout en créant encore d'autres cadres, parce que c'est rien qu'une indication sur 23 points. Peut-être on aura encore 5 ou 6 autres qui vont venir l'année qui va suivre, par rapport à ce qu'on aura créé comme contexte. Donc moi, je voudrais qu'on prenne ça comme étant une projection, que les gens ne voient pas le doigt de celui qui monte la Lune, mais qu'ils voient plutôt la Lune. C'est-à-dire, voilà où on veut arriver, maintenant on va travailler ensemble pour arriver à ce résultat qu'on espère sera bien pour l'environnement footballistique professionnel au Cameroun. Peut-être avant la réaction des autres invités, je reste avec vous, Serge. Hein, vous avez dirigé des équipes de première division. Aujourd'hui, vous êtes sur le plan administratif quand même. Vous occupez un poste qui est important. Au regard un peu de votre expérience que vous avez eue sur le terrain, des difficultés, de l'environnement, quand vous regardez ces différentes conditions, vous vous dites peut-être, est-ce qu'aujourd'hui, tous les clubs pourront justement s'aligner? Les clubs, au niveau de la volonté, il y en a. Mais comme je vous dis, les problèmes primaires sont encore pas tous gérés. Et les problèmes primaires, c'est quoi? C'est pouvoir loger correctement son footballeur, son entraîneur, lui donner le minimum nécessaire mensuellement d'abord, et payer sa prime de récupération tous les jours. Ça, c'est ce que j'appelle les fondamentaux. Quand une équipe n'a pas réussi déjà à mettre ça en place, ça veut dire que l'équipe même déjà,
elles bricolent. Et on sait que tous aujourd'hui n'ont pas la capacité de se donner forcément ces moyens-là. Maintenant, quand vous avez fini ça, il faut être capable de participer aux compétitions. C'est-à-dire pouvoir voyager décemment, manger. Et je pense que la fédération a fait un effort, être logé. La fédération a fait un effort de prendre ça en charge pour le début du championnat qu'on a vu avec des moyens financiers qui sont donnés au club. Donc, vous voyez que quand on réussit à faire ça, on est sûr que la compétition est acquise, qu'on peut jouer. Quand on a fini de regarder ça, maintenant, il faut regarder les recettes. Quand vous regardez, on a délocalisé les clubs pour mettre ici, là, les recettes ont donné combien? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement si les clubs ont encaissé de l'argent. Parce qu'il faut définir, dans ce que j'appelle les ressources d'un club, les postes qui vont faire rentrer de l'argent. Vous avez dit les congrès et les supporters vont donner de l'argent. Ça, c'est une chose. C'est la billetterie qui est le premier élément qui devrait fournir de l'argent. Après, il y a le droit à l'image, c'est-à-dire les droits audiovisuels. Notre championnat, je vous rappelle que dans un passé encore récent avec la LFPC, c'est la LFPC qui versait l'argent à la télévision nationale. On a trouvé une ardoise de 30 millions qu'il fallait que la LFPC paye à l'époque. Lorsqu'il y a eu une rupture avec une dénonciation des clubs, on est passé à un des médias, toujours ici, qui pour la région littorale sud-ouest payait 12 millions, je crois 12 millions et demi à la Ligue. Donc vous comprenez qu'il y a eu une évolution dans ce sens, mais cette année on est au courant de rien. Parce que jusque l'année dernière, il y avait un partenariat entre la télévision nationale et l'Africa Foot. Maintenant, dans cette convention, qu'est-ce qui revient au club exactement? Comment on fait? Quel est le mécanisme de répartition des droits audiovisuels? Ça, on n'a pas encore une clarification. Vous voyez les clubs dire, on ne sait pas ce qu'MTN verse sans publicité. Donc tout ça, nous devons réussir à définir la cagnotte de façon à ce qu'un club professionnel dans son budget puisse se dire, si je fais un budget de 100 millions, je suis sûr que le sponsoring et les subventions, déjà venant de la fédération, ça représente ceci, ou de la ligue, maintenant, chaque club doit travailler. On doit accompagner les clubs dans le travail individuel pour faire rentrer de l'argent. Parce que ce que la fédération rentre ou la ligue, c'est une partie seulement de l'argent à avoir. Oui. Maintenant, le mécénat, c'est ce qui fait le gros de nos clubs professionnels. Et vous savez qu'avec le mécénat, on peut avoir des dérapages. Parce que ces mécènes ne viennent pas, ce n'est pas de l'argent à fond perdu qu'ils mettent là-bas. Ils sont en train d'investir de leur argent et quand ils investissent, ils attendent le retour. Est-ce qu'ils ont ce retour-là? Combien de joueurs nous réussissons à mettre sur orbite pour qu'ils soient professionnels ailleurs, pour faire la rentrée en termes de ressources? Donc vous voyez qu'il y a tout un travail, parce que quand à la base la formation est biaisée, quand le club n'a pas une équipe de réserve qui va faire partie des joueurs à 18-19 ans à l'extérieur pour pouvoir être vendus, vous voyez qu'on ne peut fonctionner qu'avec des Eldorado comme Bangladesh, je ne sais pas, des pays qui n'ont pas de nom, où les gens vont, le Népal, tout ça, où les gens vont aller jouer au foot. Donc ça devient très compliqué. Donc il y a une refondation qu'il faut faire. Il faut amener les clubs à faire des sacrifices énormes, mais à côté, il faut un accompagnement qui soit à la hauteur de ce qu'on veut faire. Et cet accompagnement, pour moi, n'est que financier. Parce qu'à côté, on peut former les hommes pour bien faire le travail, mais il faut déjà qu'on ait les moyens pour les accompagner. Ça, je pense, c'est l'élément indispensable pour y réussir dans ce qu'on veut faire. Oui, Yves, on comprend qu'il y a beaucoup de travail à faire. Là, il y a beaucoup de travail à faire. Je pense que quand j'ai lu ce document, je me suis dit, bon, je pense que dans la vie, il faut toujours viser les étoiles. Vous visez les étoiles. C'est quand même la fédération a donné une période précise. Oui, on doit peut-être comprendre que... Oui, mais quand vous avez une période telle que celle-là, moi je peux prendre un exemple. Il y avait peut-être 4 conditions l'année dernière à remplir. Je crois qu'il y avait un compte bancaire, il y avait un stade d'entraînement, il y avait, je crois qu'il y avait 3 ou 4 conditions. L'année dernière, à la fin de la saison, on a appris qu'il y a peut-être 4 clubs qui remplissaient ces conditions. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a 23, mais quand j'entends, il faut qu'on ait un logo, qu'on ait une couleur, qu'on ait... Enfin, ça, c'est vraiment du... Vraiment, ça, c'est la rédaction. Mais ça va peut-être coincer sur d'autres aspects, quoi. Oui, alors, maintenant, vous demandez, par exemple, qu'un club ait son stade d'entraînement. Oui. Très honnêtement, quand vous regardez notre environnement, parce que moi, il faut aussi... N'allons pas copier ce que font les autres et ramener chez nous. Je fais dit bêtement. Regardons un peu notre contexte camerounais. Vous allez demander à un club, tous les clubs qui se veulent professionnels, d'avoir des stades d'entraînement. Il y a combien de stades à Douala là? Non. Parenthèse pour que tout le monde soit bien édifié. D'accord. Le stade d'entraînement ici n'est pas vous dire que c'est forcément un stade qui lui appartient. Vous le louez? Vous pouvez le louer. Donc ça veut dire qu'un stade comme la précision vaut la peine. Avec la coordination là-bas, vous pouvez vous accorder. Si je m'entraîne de 7 à 9 heures, tu peux prendre 2. Un club peut prendre 2. Voilà, d'accord, merci. Ça nous aide tous. Merci. Non, il y a tellement de choses après. Il y a des choses qui sont forcément classiques que tout le monde sait, que tout le monde fait.
Mais à côté de cela, moi, par exemple, il y a le problème de... Tout à l'heure, on a regardé le jeune Cédric et j'ai dit, voilà des choses que nous, on aime voir. Oui. C'est-à-dire que quand vous ayez une équipe, bon, j'appelle ça réserve, de U15 à U18, pour moi, ça veut dire que vous avez un projet. Pour moi, ça, je trouve ça vraiment, c'est une projection qu'on fait. Ça, je suis entièrement d'accord et je pense qu'on peut le faire. Moi, je sais qu'il y avait un moment ici, il y avait des équipes. On a vu Union Senior, Union Junior. Ça existait à un moment. Union l'a fait. Voilà. Union a déjà une équipe. Enfin, oui, je veux dire, on a vu des championnats qui se jouent, on disait on va au championnat junior. On a regardé les championnats juniors. Aujourd'hui, ben voilà, donc aujourd'hui, c'est dans les championnats des juniors, des U18, U16 qu'on allait puiser. Mais Yves, la parenthèse encore que je vais ajouter par rapport à ce que vient de dire le coach avec ta permission, c'est que justement, lorsqu'on a des gamins de 15-17 ans, c'est pas au championnat départemental qu'ils doivent jouer. Le championnat départemental, c'est un championnat civil pour adultes. Oui. Vous comprenez, donc on doit avoir un championnat de leur catégorie. De leur catégorie, c'est pour ça que tu es en train de dire que vous avez un championnat U20 normal. C'est-à-dire que, parce que quand vous entendez, par exemple, je me rappelle, je crois que c'est Thomas Léby qui était entraîneur d'un championnat U20. Il était entraîneur national, je crois, U17. J'ai demandé, excusez-moi, mais il les prend où? Dans les académies? Par contre, si on avait un championnat régulier de ces catégories d'âge, on irait facilement puiser dans cette pépinière pour évoluer. Généralement, on voit des équipes réserves pour monter en équipe pro. Donc voilà, par exemple, pour moi, quelque chose de fondamental. Avoir, bon, là j'ai lu, comme tu l'as dit Serge tout à l'heure, Beat Soccer. Je dis, bon, ça, franchement, c'est la rédaction. Mais je crois qu'il y a des choses importantes. Maintenant, il faudrait qu'on ne soit pas non plus en train de dire, vous le faites au plus tard le 1er septembre. Je n'ai plus la date en tête. À cette date, vous devez faire. Si vous n'avez pas fait, tout le monde, vous ne participerez pas. Je dis, bon, ça vraiment, ça ne sert à rien de prendre ce type de décision pour après leur permettre de jouer. C'est-à-dire qu'à le moment venu, la fédération devrait justement se comporter comment si ces différentes conditions ne sont pas, remplies. On est unanime sur le plateau. On repart encore sur la tolérance administrative. Je ne voudrais pas qu'on parle de ça maintenant tout de suite parce que ça rend tout le monde paresseux. Mais c'est vers ça qu'on tend. Comment il dit, c'est un idéal tout ce qu'il a écrit, toute la rédaction. Vous avez l'impression que dans votre esprit, la FECAFOOT, c'est un idéal où on voilà, non, ça c'est pas pour la saison prochaine. Vraiment, ça, il faut qu'on... Je ne veux pas décourager ceux qui ont l'intention de respecter ça, ok? Parce que aucune équipe va respecter tout ce qu'on a écrit là. Maintenant, c'est qu'on veut aller vers. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y a un téléspectateur qui a dit, enfin un fan de foot qui a dit, allons graduellement. C'est-à-dire, on peut commencer vers cela. C'est-à-dire que respectons telle clause, parce que ça, c'est important. Maintenant, ne me demandez pas d'avoir une équipe féminine, une équipe junior, une équipe ainsi de suite. Ça peut être un peu compliqué, mais je dis, il y a des choses qu'on peut faire quand même. Et qu'on le fasse pour notre intérêt. Parce que, depuis tout à l'heure, j'entends dire l'image du Cameroun. Oui. Alors, je ne sais pas laquelle. Et chaque temps, vous demandez aussi de quelle image il s'agit. Moi-même, avec ta permission, toujours, pour moi, ici, si vous voulez vous fier aux éléments qui sont demandés dans le cahier de charge pour avoir une licence CAF. Oui. Parce qu'on doit s'inspirer des choses comme ça. Absolument. Ici, par exemple, on n'a pas parlé de l'équipe féminine. Alors que dans ce cahier de charge pour la licence CAF, bien que ce ne soit pas un truc exigible à 100%, mais on demande d'avoir une équipe féminine. Voilà. Donc on pouvait mettre tout ça comme étant l'orientation qu'on voulait donner aux corps professionnels, pour qu'on comprenne le sens du professionnalisme. Maintenant, comme on est en train de le dire, nous devons encadrer pour être sûr que toutes les conditions sont réunies pour que tous ces points, ou bien s'il ne s'est pas réuni, comment on fait pour atteindre ça? Parce que ça. En fait, c'est beau, c'est une idée. Pour moi, je répète encore que c'est un idéal, ok. Mais laissons faire les choses. Arrêtons de mettre les deadlines où si vous ne faites pas ça, vous ne jouerez pas. Vraiment, je ne suis pas certain que le championnat va 5 clubs. S'il faut qu'on respecte tout ça. Donc, mais je dis, si on peut le faire avec, comment je dis, une projection, en se disant, c'est vers ça que je tends. Cette année, vraiment, je vais me battre à avoir mon équipe de U17. J'ai quand même des gamins qui ont commencé, qui grimpent, que je peux les prendre, je peux les avoir. Et l'année prochaine, je battrai à avoir ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on... C'est un idéal pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qui se fait ailleurs, justement. Tout à l'heure, j'ai dit équipe féminine, c'est sûr à confirmer, c'est-à-dire que ce serait bien, c'est-à-dire que vous regardez le championnat, par exemple, pourquoi est-ce qu'ailleurs on voit des équipes seniors, qui ont des équipes réserves, qui ont des équipes féminines, qui ont des équipes... Donc, je dis, pour moi, on peut y arriver. Et tout ça nécessite les moyens, parce que tout ce monde-là, que ce soit les féminines, que ce soit les encadreurs qui y sont, parce qu'avec les médecins, tout ça qui y travaillent, s'ils ne sont pas rémunérés, vous allez voir que ce sera un gâchis. Donc, quand les gens ne peuvent pas manger, ça rentre dans une précarité à n'en plus finir. C'est ça le plus dur. Alors, coach Anes Mabouka, c'est vrai qu'on est pratiquement en fin d'émission, c'est l'idéal, selon vous aussi? Bon, aucun joueur camerounais de championnat camerounais dans le transfert market, donc il faudrait que c'est l'idéal.
Moi, j'ai dit c'est l'idéal parce que ça fait plus de 4 ans. Non, oui. Lydie, je vais vous dire quelque chose. Expliquez-nous. Pourquoi on achète un joueur actuellement, le joueur du championnat camerounais peut coûter moins parce qu'il n'est pas dans le transfert market. Première des choses, on ne connaît pas sur les sites d'Internet, quand tu veux aller regarder un match du championnat camerounais, quand tu tapes Canal 2, tu es sûr de voir le match. Est-ce que tout le monde peut voir ce match-là dans le monde entier? Non. La CAF a exigé qu'il y ait un cahier de charges dans les championnats professionnels en Afrique. Et c'est pour cela que la Fédération camerounaise de football a mis ces 23 conditions. Et ces conditions, si les présidents n'ont pas l'idée, moi j'ai joué un championnat junior, je vais vous donner les indices, ça pouvait bien continuer. Qui a donc bloqué pour que le championnat junior s'arrête? Nous autres, on se retrouve dans le Caïman senior. Ça veut dire qu'on quittait l'équipe junior pour jouer senior. J'ai fait 5 ans dans le Caïman junior. Et on avait une finale nationale, la Coupe du Cameroun nationale. Ça se jouait à Yaoundé. En junior. En junior. Où le Caïman de Douala, qui avait le coach Nep, a pu gagner 2 finales. Et la troisième finale qu'on devait jouer contre Lyon. Et c'est là où le championnat junior s'était arrêté. Peut-être vous n'avez pas... Voilà l'indice. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le Keren n'était plus avec le canon de Yaoundé? Parce que quoi? On a manqué de sérieux. Le feu Abega qui était présent, le canon de Yaoundé, on a trouvé un peu cette cacophonie de gérer comme si c'était une boutique où il gérait tout seul. Le Keren s'est retiré et le Keren est venu juste pour dire que le canon existait depuis avoir une équipe féminine et une équipe de jeunes. Comme Union de Douala. Si vous allez dans l'Union de Douala, Union a une équipe U15 qui joue souvent le tournoi, U12 qui joue dans le tournoi de la brasserie. Vous comprenez un peu? Donc, ça, on est déjà là, il y a beaucoup de clubs qui sont dans oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des clubs qui peuvent suivre. Au niveau administratif, c'est pour cela que la fédération a envie de coincer ces clubs qui se vendent moins cher. Vous savez que comment faire pour que Coton puisse exister jusqu'à maintenant? C'est la vente des joueurs. Combien de joueurs le gardien a signé à Marisberg, en Afrique du Sud? Marisberg United, le gardien de Coton Sport, qui a pu arrêter les pénaltys. Agné a signé dans Marisberg United. Combien le Coton aura? Fortune a vu de quoi? Il y a beaucoup de clubs qui se sont déjà arrimés, qui ont des équipes jeunes et dignes et autres. Ce qui veut dire que maintenant, la fédération aimerait avoir du sérieux. Ça veut dire que sur le plan administratif, tu peux avoir un sponsor, tu peux avoir des partenaires. Je vous donne un exemple. J'ai été entraîneur dans une équipe comme Pumananga Black 6, de la 2e division de Vela, parce qu'on appelle la 2e division Vela, à la 1re division. C'est où ça? En Afrique du Sud. On les a exigés d'avoir une équipe jeune. Vous savez comment ils ont fait? Moi, j'étais déjà entraîneur en 2e division avec Pumananga Black 6, mais j'exerçais en équipe à Corinthians Football Academy. Ok? Pumalanga Black 6 a fait fusion avec c'est la chose la plus simple. Corinthians Football Club et ils ont pris Corinthians Football Club comme leur équipe jeune. Ça a été écrit Pumalanga Black 6 Corinthians Football Club Academy. Vous comprenez un peu? Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'arrimer. Je vous prends l'exemple, on a dit d'avoir une équipe Bisoka ou Futsal. Vous laissez Bisoka, vous prenez Futsal. Qu'est-ce qui va se passer? Les anciens joueurs qui ont eu à jouer à Astre, vous les ramenez. Vous avez de bonnes relations à les parler en leur disant que le foot, ça se joue la nuit. Oui, ça peut se jouer la nuit. C'est pour ça que c'est déjà dit. Donc, voilà donc les idées. On va juste train de handball. Voilà des idées donc qui peuvent faire en sorte que le président peut faire en sorte qu'ils aient ces anciens joueurs qui évaluent partout là, d'autres qui travaillent dans les banques, de jouer. C'est pas... Non, attends, je veux qu'on se comprenne, sauf si je me trompe. On n'a pas de manière de faire les corpos vétérans. On veut une équipe compétitive. Ernest me dit d'aller pour les anciens joueurs pour un championnat. Pour un championnat qui se veut compétitif. Il y a des gars qui ont laissé de jouer au football à l'âge de 30 ans, 28 ans au Cameroun, 25 ans même au Cameroun. Je vous le dis, allez dans le championnat des banques. Vous trouvez ces gens qui ne veulent plus jouer le championnat national pour aller jouer les matchs de banque. C'est des jeunes. Je n'ai pas dit qu'ils ont 40 ans. Pour que tu puisses mettre dans ton idée que
c'est des vieux joueurs. Non, c'est des jeunes joueurs qui ont... Oui, c'est comme ça que moi j'avais perçu. Non, c'est des jeunes joueurs qui ont laissé la première division à cause de cet amateurisme qui n'avait pas de nom. Vous comprenez un peu? Qui sont là-dedans, ils ont une cinquantaine. Donc, pour jouer le futsal, c'est combien de joueurs à l'entrée? Vous pouvez avoir 10 joueurs. Oui, mais on joue où? Mais je voulais, avec la permission du coach, première chose, c'est, en fait, pour lui, quand il explique l'affaire de futsal, c'est simplement que pour s'arrimer, qu'on peut prendre ces gens-là. Ah oui, pour faire juste... Il veut dire pour commencer, avant de mettre une politique réelle en place. C'est ce qu'il veut dire. Mais aussi, je voulais le rassurer sur un truc. Nos joueurs sont bien dans le système TMS. C'est leur cote qui n'est pas grande. Pour que la valeur marchande n'est pas grande. Donc, quand vous voyez le joueur de coton signé, comme vous l'avez dit, en Afrique, ça se passe dans le TMS, dans le système FIFA. Ça se passe dans le système FIFA. Donc, c'est la cotation, c'est-à-dire c'est la valeur marchande qui est réduite parce que à la base, on sait que nous voyons la formation, donc on a des talentueux et un peu biaisés. C'est pour ça que vous voyez, on apprécie, sans publicité, l'école de football des Brasseries du Cameroun, quand vous voyez les joueurs qui sortent d'ici, qui partent signer pro, c'est pas donné. Ah ouais. C'est pas donné. Parce que s'il n'y a pas un travail sérieux qui est fait à la base, vous ne pouvez pas aller challenger des joueurs qui sont sur place, un environnement comme celui-là où on a tout. Et quand vous côtoyez des centres, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, de me retrouver en Lens avec Jean-Baptiste Bissek, que je salue ici. Mais quand vous côtoyez ces gens-là, ce n'est pas magique chez eux. C'est que le système, l'organisation de la société facilite tout ça. Parce qu'au niveau des municipalités, les petits clubs ne manquent pas d'endroits où s'entraîner. Donc c'est l'enfant qu'on doit plutôt aller à la maison flatter pour dire viens jouer. Et quand il vient là, il trouve les conditions idoines pour jouer. On sait maintenant que le petit club travaille pour le compte du grand club. Et ils font ce qu'on appelle les pôles espoirs. Et moi, j'invite la fédération dans la logique de cela, de créer, parce qu'on peut avoir l'ANAFOOT. L'ANAFOOT, c'est un peu réduit. C'est-à-dire qu'on crée des pôles espoirs dans toutes les régions. Pour que les meilleurs des régions, parce que la Ligue régionale de l'Ouest, je vous rappelle, a été la première ligue ici qui a commencé à faire les awards au niveau régional. Et quand elle le fait, l'objectif c'est quoi? C'est qu'il faut à la longue que tous ces enfants qu'on appelle l'équipe régionale, qu'on puisse les mettre ensemble, les encourager. Pour que, ça donne un potentiel aux joueurs de l'élite, des équipes de l'élite de venir piocher, pour que la croissance des joueurs soit maintenue, parce que l'adaptation des joueurs compte beaucoup. Quand vous avez un joueur qui évolue à l'ouest, vous le prenez, vous l'amenez au centre, vous n'êtes pas sûr qu'il va s'adapter. Vous n'êtes pas sûr. Alors que s'il reste dans le même environnement, dans un club, dans une équipe supérieure, il est autour de sa famille comme il était par le passé. L'environnement n'a pas changé. C'est le niveau du jeu qui a changé. Et ça, c'était un peu ce qu'on a cultivé au niveau de la région de l'Ouest. Et je dis, là-bas, les gens passent le temps à penser comme ça. Donc nous devons, dans l'accompagnement de la fédération, apporter d'autres éléments à cela pour que le foot professionnel ne soit pas quelque chose qui soit extérieur à notre environnement de vie. Il doit cadrer avec nos réalités. Et c'est pour ça que chacun doit donner le meilleur de lui. Ne voyons pas ça comme un problème. Ne voyons pas comme un piège, comme si on veut comme un blocage. Non. Voyons plutôt comme une volonté d'avancer, de faire un pas un peu plus loin par rapport à ce qui est fait actuellement dans l'intérêt supérieur de l'image de notre football. C'est comme ça que je peux conclure. Voilà, et on va justement fermer cette émission. Après les propos du vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest, Serge Kamdemkwa. Merci d'être venu, président, ce soir. Merci vraiment. Plaisir partagé et j'attends que dans la logique du président Samuel Eto'o, quand il parlait dans l'électorat, quand on entre dans l'électoral, il parlait de la consolidation des acquis pour tout le monde. À l'Ouest, nous attendons cela parce que nous ne sommes pas bien au niveau de l'administration aujourd'hui. Nous pensons qu'il y aura cette main tendue qui va faire qu'il y ait une paix, une accalmie réelle là-bas. Tout à fait. Yves Désiré Kwala, merci bien d'être venu ce soir après votre participation récemment au stage de Dakar au Sénégal. C'est moi qui dis merci Lydie et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ernest Mabouka, peut-être que ce sera la dernière émission avant un bon moment, Ernest. Oui, je crois que c'est la dernière. Apparemment. C'est un globe-trotteur, donc. Les championnats vont commencer dans bientôt et les entraînements vont commencer. Je dis d'abord merci à Spectrum TV et à vous spécialement Lydie et à tous les co-panélistes depuis les émissions que j'avais commencées jusqu'à aujourd'hui. Je leur dis merci aussi et
bonne chance et qu'on se retrouve l'année prochaine. Voilà, merci énormément à vous d'être venu à chaque fois, partager votre expérience avec nous. Adonis Yamen était à la réalisation, Zipierre au son. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous amis sportifs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies.